Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice. Et dans l'émission Émergence, on a des invités qui nous parlent de leurs histoires extraordinaires. Des gens ordinaires, mais qui ont des histoires et des parcours extraordinaires. Et ces parcours-là, j'espère, vont vous inspirer à l'action, vont vous inspirer à suivre votre cœur et suivre votre mission de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Lapointe. Oui, elle a le même nom que moi, mais on n'est pas parentés, hein? Non, pas du tout. Mais c'est tout comme parce que tu connais ma belle-mère, Hélène Boivin, depuis 40 ans, tu dis? 40 ans, en effet. Et donc, nos parcours se sont croisés. Tu connais même mon papa. Oui, très bien. Raymond Lapointe. Oui, en effet. Alors, on est de famille, mais c'est ça, de famille de cœur, on va dire, hein? Parfait. OK. Comme Alors, tu as plusieurs titres, ma chère Suzanne. Oui, en effet. Retraitée de l'Université d'Ottawa, Oui, animatrice et conférencière, oui, enseignante, mais à la retraite, oui, proche aidante, oui, bénévole oui. pour Appui Outaouais, en puis effet. célébrante funéraire, mais vraiment, tu t'ennuies pas, hein? Pas du tout. Il faut pas s'ennuyer. Même à la retraite, il faut jamais s'ennuyer. Je suis d'accord avec toi. Mais parle-moi un petit peu de ton parcours. Alors, l'Université d'Ottawa, Oui, moi, j'ai travaillé plusieurs années à l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, c'est de là où j'ai pris ma retraite. OK. Mais à l'âge de 38 ans, j'ai décidé de faire un changement de carrière. Et ça, c'est tout un défi. Oui. Et c'est surtout les craintes qu'on a, la peur de l'inconnu quand on veut faire un changement de carrière. Moi, j'étais mère monoparentale, mais un jour, je me suis dit non, je ne veux plus faire ce que je faisais, ce qu'on appelait dans mon temps être secrétaire. OK. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. J'ai eu des beaux défis dans ce travail-là. Mais un jour, il y avait quelque chose de plus en moi qui disait tu dois faire un changement, il faut que tu changes, tu n'es plus heureuse. Alors, moi, je crois beaucoup que quand on veut faire un changement, il faut peut-être aussi aller chercher les ressources dont on a Oui, besoin. tout à fait. Soit des livres ou parler à des personnes qui peuvent nous aider à voir plus clair. Alors oui, moi, j'ai trouvé un livre qui s'appelait « What color is your parachute? oh, je le connais, ce Tu le connais, livre-là. ce Oui, je livre-là? le connais, ce livre-là. Alors, dans ce livre-là, ils nous font faire des C'est exercices, ça. évidemment. Alors, on me disait, tu devrais t'en aller dans l'enseignement, dans les relations publiques ou dans la vente. Dans la vente. Alors, j'ai fait un peu de tout ça, Ah oui? mais par contre, pour réaliser que certains aspects n'allaient pas avec moi, ne me rendaient pas aussi heureuse que je voulais l'être, excepté, à un moment donné, le Collège La Roque-la-Fortune cherchait une enseignante pour enseigner le travail de bureau que je connaissais depuis 20 ans. Ah ben, Et lorsque tu je étais tout à suis... fait qualifiée. Oui. Quand je suis arrivée dans une classe, j'ai réalisé que ça, c'était le chemin de ma vie. Alors, j'ai été, après ça, dans l'enseignement. Et à un moment donné, l'Université d'Ottawa cherchait une formatrice pour développer différents ateliers, pour le développement du personnel de soutien. Alors, j'ai fait la demande et c'est un demi-poste, mais le collège est un demi-poste aussi. OK. Alors, je courais d'une place à l'autre pour occuper deux emplois. Alors, c'est un peu le parcours que j'ai fait comme travail dans l'enseignement, dans la formation. Puis après ma retraite, là, j'ai commencé à donner des conférences, différentes conférences. Une en particulier que je donne présentement qui s'intitule « Rayon Dion pour vivre plus longtemps ». J'imagine Alors, que c'est un petit peu inspiré de ta vie, ça. c'est inspiré de ma vie, oui. Oui, c'est inspiré de ma vie parce que... Et la raison pour laquelle c'est inspiré de ma vie, c'est que moi, j'ai été proche aidante pendant plusieurs années. Proche aidante pour mes parents qui ont vécu avec Oui. moi. J'ai été proche aidante, et je le suis encore d'ailleurs, pour une grande amie d'enfance. J'ai été proche aidante pour ma sœur qui a vécu avec un conjoint qui souffrait de démence à corps de Louis, qui est un beau petit cocktail de Parkinson, Alzheimer et hallucination. Et proche aidante pour mon conjoint. Et j'ai réalisé que dans ce travail-là, ça peut être valorisant, mais ça peut être aussi épuisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai apporté des fleurs qui sont belles, Tiens, mais... on va les regarder plus près à la caméra. Alors, il y a une fleur, des fleurs écloses. Voilà. Oui. Oui. Et Fanées. Et quand on ne sait pas prendre soin de soi en tant que proche aidant,
C'est de ça qu'on peut avoir Oui, l'air. on s'essouffle, hein? On On s'essouffle, manque on d'énergie. Oui, parce que la vie d'une proche aidante, je dirais que la réalité et les exigences de base en tant que proche aidant est de préserver la santé de son cœur, son corps et son esprit. Et les proches aidants, souvent, ne savent pas comment faire. Et c'est pour ça que j'ai développé, à un moment donné, une conférence qui s'intitule « Survivre en tant que proche aidant ». C'est-à-dire continuer à vivre, même si on est dans un rôle de proche aidant. Puis, mais j'aime beaucoup utiliser des petits verbes clés pour s'aider soi-même, soit pour s'aider quand on fait un changement de carrière ou s'aider dans un rôle qu'on a à jouer dans notre vie présente. Et puis, je vais te les nommer, là, S'il Sylvie, vous là. plaît. 3 petits verbes clés. OK. Rire, pleurer et s'aimer. En tant que proche aidant, rire pour alléger, trouver des moyens de continuer à rire, même si on est des proches aidants. Je te donne un exemple. Lorsque mon conjoint était très malade, et cette maladie-là appartient à l'autre, elle ne t'appartient pas. Mais il est facile de fusionner avec ce que l'autre vit, surtout s'il y a un lien affectif. Ah, je comprends tout à fait. J'ai une fille qui a des défis de santé mentale et santé physique. Et oui, je suis fusionnée. Eh bien, moi, pour défusionner, pour m'assurer de prendre soin de moi, parce que si on ne sait pas prendre soin de soi, j'ai connu des gens, en tant que bénévole pour l'appui Outaouais, j'ai connu des gens qui me racontaient leur histoire en disant, ils sont décédés avant même la personne aidée. Alors moi, j'avais un petit truc, si tu permets. OK. Lorsque mon conjoint était très malade, il était dans la chambre, tu sais, on est en constante alerte physiquement et psychologiquement. Oui, tout à fait. Lorsqu'on est des proches aidants. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on on se dit, j'ai-tu entendu quelque chose? Est-ce qu'il va bien? Il me semble que j'ai entendu un son. Alors, je dis, quel moyen? Et ça, c'est une phrase clé pour quels que soient les changements qu'on fait dans notre vie. Quel moyen puis-je prendre? Quelle serait une bonne façon pour moi soit de changer de carrière ou prendre soin de l'autre? Là, je parle du rôle de proche aidant. Alors, j'avais une petite cloche et j'ai dit à mon conjoint, lorsque tu auras besoin de moi, sonne. Ah, alors là, tu t'arrêtes de t'inquiéter 24 heures sur 24. C'est juste quand tu entends la cloche. Voilà. C'est un petit moyen très minime, mais qui peut faire une grande différence. C'est brillant, ça. Puis comment il trouvait ça, ton conjoint? Bien, même drôle. Oui. Même drôle. Oui. Alors même, puis tu sais, quand on est dans la vie de proche aidant, faut se rappeler que même faire de l'humour, ça peut nous aider. Alors, quand il sonnait, j'arrivais dans la chambre et je disais, « Vous avez sonné, maître? » Alors, ça allégeait l'atmosphère. Oui, ça allégeait ma souffrance à moi et la sienne. Oui. Alors, ce sont des moyens qu'on peut utiliser. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres aussi. Comme je te disais tantôt, la conférence que j'ai donnée à quelques reprises, je parle du verbe rire, pleurer. Pourquoi pleurer? Oui, je veux que tu me racontes. Parce que pleurer, parfois, on n'ose pas pleurer. Et je dois dire qu'en tant que célébrante, lorsque je reçois les gens et que les gens pleurent un peu, ils ont toujours la même réaction. Oh, excusez-moi. Oui, ils s'excusent. Sentez-vous à l'aise. Vous vivez une émotion, que ce soit une émotion à cause d'un deuil ou une émotion parce qu'on est attristé par la souffrance de la personne. Et c'est vrai, c'est authentique, ça. Exactement. Et puis, on dit que, et je ne sais pas comment le traduire, mais tu permets que je te le dise en anglais? Oui. On dit que tears cleanse the body and clears the mind. Ah, OK. Et je dirais « and clears the soul ». Voilà. Oui. Qui un jour n'a pas dit, mon Dieu, me suis braillé toutes les larmes du corps, mais ça m'a fait du bien. Oui. Alors, les larmes nettoient, attends une minute, si on avait à traduire, les larmes nettoient. Et illuminent l'esprit. Oui, oui. Alors, et le cœur. Et le cœur, oui. Et il faut
comment je peux dire ça, apprivoiser ces émotions-là. Hein. Trop souvent, on les tasse de côté parce qu'on se dit, je dois être forte, je dois être optimiste, je dois être positive. Mais il reste qu'on les vit, ces émotions-là. Exactement. Et s'aimer dans un rôle, surtout de proche aidant, parce qu'on a tendance à s'oublier en tant que proche aidant. Oui. Mais quand je dis s'aimer, moi, je veux dire savoir se pardonner dans nos moments d'impatience et d'impuissance. Wow! Ça, c'est important de se rappeler, se pardonner et surtout, se pardonner de vivre de la culpabilité. Alors, il est facile de se sentir coupable quand on est des proches aidants. On vit de la culpabilité pour toutes sortes de raisons. Même... Comme quoi? Donne-moi des exemples. Bien, de la culpabilité, parce que si tout à coup, on se sent bien... Ah oui, puis on se dit, mon Dieu, mais je ne devrais pas être heureux, là, parce que, bon, telle personne souffre. OK. Exactement. OK, dans se ce sens-là. sentir coupable, surtout, se sentir coupable parce que il est difficile de ravaler son orgueil pour demander de l'aide. Alors, on se sent coupable de demander de l'aide. Puis pourtant... c'est important quand on est des proches aidants. Et pourtant, on donne cette aide à quelqu'un d'autre. Voilà. On la donne, cette aide-là. Mais j'ai rencontré des proches aidants qui... Ça peut être aussi parce que ce sont des gens qui aiment avoir le contrôle. Possiblement. Ou qui ont des tendances perfectionnistes. Alors, ils préfèrent se mettre tout sur les épaules et puis aller au-delà de leur force physique. Super humain, un peu, hein? Voilà. Dans un des livres que j'ai lu à un moment donné, qui s'appelle... je la connais, c'est de Jeannette Bertrand. Sais-tu, on va aller à la pause. Oui, d'accord. Et puis après la pause, tu me parles de ce que tu as découvert dans ce livre. Le titre? La vieillesse par une vraie vieille. Une vraie vieille. OK. Alors après la pause, revenez-nous. On va parler avec Suzanne Lapointe du livre de Jeannette Bertrand. À tantôt. Nous sommes de retour de la pause avec Suzanne Lapointe. Et juste avant la pause, Suzanne, on parlait des trois verbes, hein? Aimer, pleurer et s'aimer. Et ça nous a amené à parler de culpabilité. La culpabilité qu'on vit quand on a des petites joies ou on a des petits bonheurs et qu'on accompagne quelqu'un qui souffre beaucoup. Alors, tu me disais qu'un livre qui t'a inspiré, c'est celui de Jeannette Bertrand. Oui, un livre qui s'appelle La vieillesse par une vraie vieille. C'est peut-être que lorsque j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, je me suis dit, ah bon, mais on n'est jamais, on est simplement vieille selon l'âge de notre cœur. Oui, alors je suis d'accord. Moi, je dis toujours que je n'ai pas d'âge, j'ai un cœur qui aura toujours 20 ans. J'aime ça. Je vais te l'emprunter, celui-là. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce qu'a dit Jeannette au sujet de la culpabilité? En effet, c'est parce que quand on parle de culpabilité, c'est tellement facile de se sentir coupable, comme on disait tantôt, surtout quand on est des proches aidants. Jeannette Bertrand nous dit « J'essaie de me guérir de ce sentiment dévastateur et si féminin, la culpabilité. » C'est vrai que c'est féminin, hein? Oui, c'est féminin. C'est comme si, à quelque part, c'est comme dans l'inconscient, surtout de ma génération à moi. Peut-être que la nouvelle génération, c'est différent, mais dans ma génération à moi, c'était comme le don de soi. Il ne faut pas penser à soi, il faut penser constamment à l'autre. Alors, c'est comme si c'est ancré en nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a au-delà, je crois, de 60% des proches aidants qui sont des femmes. Ça me surprend absolument pas. Mais dans le fond, oui, il y a sûrement des thématiques qui reviennent de génération en génération. J'ai la même thématique que toi. Je crois qu'en partie, c'était la religion qui me l'a imposé, mais aussi la personnalité de mes parents, qui étaient des gens qui se donnaient dans leur communauté, médecins, etc., biologistes, mais aussi consultants, hein, mon père. Mais en même temps, je pense qu'on est socialisés comme ça, les femmes. Hein? C'est déjà là, dans les jeux qu'on a en tant qu'enfant, où on berce les bébés, on fait semblant d'en prendre soin, tout ça, le message est comme omniprésent. Oui, c'est ça. Véhiculé.
moi, j'espère toujours que la jeunesse d'aujourd'hui, je crois que ça change un peu, mais pas tant que ça. C'est encore, on dirait, un sentiment de vouloir aider, et parce qu'on porte un chapeau de femme, qui est absolument ridicule. Oui. Mais avec le temps, ça va changer. Permets-moi de Ben te... oui, d'autres messages que Oui, Jeannette... un beau petit message sur le bonheur. Ah bon, justement, on a besoin d'en parler. Jeannette Bertrand nous dit, « Le bonheur ne se jette pas sur les gens. Le bonheur, c'est un état d'esprit. » Et ça, je dirais que, avec mes cheveux blancs et avec les années, j'y crois fermement. Oui. Le bonheur ne nous arrive pas sur un plateau d'argent. C'est un état d'esprit. C'est comme si on décide d'être heureux. C'est même un choix. Hein? Je fais des études en psychologie positive où est-ce que, bon, là, la recherche s'intéresse à quels sont les éléments fondamentaux qui font qu'on est heureux. Et il y a toutes sortes de choses comme l'altruisme, donc tu fais du bénévolat et tu comprends le bonheur qu'on a de se donner à d'autres. Mais il y a aussi la gratitude. Et partie avec la gratitude, je crois, c'est la capacité de savourer le moment présent et de justement s'apercevoir qu'on est entouré de bonnes et belles choses. Puis de les voir, puis de les enregistrer. Oui. Et tu viens de le dire très bien, comme je répète ça, le bonheur ne se jette pas sur les gens. Le bonheur, c'est un état d'esprit, une façon de penser qu'on peut acquérir puis développer tout au long de sa vie. Oui. Et ça, c'est une pratique. L'autre chose qui est assez révélateur dans les études qu'ils ont fait en psychologie positive, c'est qu'on est né, dans notre ADN, on a une prédisposition à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, c'est un peu décourageant si on est né avec la prédisposition de le voir du côté pessimiste plus vide, mais ça s'apprend justement, c'est ce que les études disent, ça se développe. Bien, d'ailleurs, je dois te dire, je vais confirmer ça avec une situation bien terre à terre, parce que lorsque mes parents ont vécu avec moi, mon père est décédé à l'âge de 91 ans. Pas 91, bon, 96 ans. OK. Et lorsque mes parents vivaient, mon père avait plus une attitude, un esprit positif, et même s'il est né en 1907, alors on peut imaginer tout ce qu'il a vécu. Oui. Ma mère, elle, voyait plutôt le verre à moitié vide. Et je me souviens d'un jour, nous étions sur le balcon, elle et moi, et je lui ai dit, « Oh, regarde, maman, les belles fleurs qui commencent à pousser, c'était au printemps. Elle voyait les endroits où les fleurs n'avaient pas poussé. Oui, hein? Moi, je voyais les fleurs... C'est tellement révélateur. Et je le vis moi aussi parce que je suis née avec le verre à moitié vide, malheureusement. Ça, c'était mon potentiel. Et donc, j'ai dû apprendre, et justement, c'est ce qu'il dit, c'est des activités intentionnelles qui nous permettent de choisir le bonheur, puis de le grandir. Exactement. Je donne aussi des ateliers pour le Cégep de l'Outaouais dans le programme de la planification à la retraite, la session de 3 heures qu'on appelle transition à la retraite ou le volet psychosocial. Et on fait plein d'activités dans ce programme-là. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les gens ont hâte de prendre leur retraite et j'ai l'impression qu'ils ont tous la même perception. Oh, j'ai hâte, je vais pouvoir faire ce que je veux et puis c'est le bonheur parfait. Mais le but de cette session-là, c'est de rappeler aux gens que ce qui est visible dans la vie, c'est le petit 15 là, si on regarde l'échelle de Maslow, de se loger, se nourrir, se vêtir. Oui. Mais ce qu'il faut savoir nourrir et développer, c'est le 85 comme l'iceberg. L'iceberg, c'est ça. Le côté affectif, le côté appartenance, le côté s'intégrer. D'ailleurs, c'est un des facteurs clés pour le bonheur, selon les études en psychologie positive, c'est justement la connexion, le réseautage. Les gens qui ont plus d'amis, de relations amicales, interpersonnelles, etc., ont un plus gros quotient de bonheur que ceux qui n'en ont pas. Si on passait de notre chère et sage Jeannette Bertrand à ton deuxième livre qui t'a inspiré sur ton parcours, tu as apporté un deuxième livre qui parle des câlins. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur le titre. Oui, en effet. Émilie Grenier a écrit un livre qui s'appelle « Câlin, cœur à cœur ». C'est-tu une auteure du coin? Ça a l'air d'être un livre qui est publié. Elle est comédienne. Ah, OK. Elle est comédienne. OK.
Puis, bon, un jour, elle a dû décider d'écrire un livre qui s'appelle « Le parcours d'une actrice vers la calinothérapie pour redonner au toucher ses lettres de noblesse. » Ah! Alors, ce livre-là, le titre t'a attiré. Oui. Et qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Bien, une chose en particulier, 3 petites hormones très efficaces. Ah! Les fameuses hormones, hein? En tant que femme, là, on connaît ça, nous. Oui. OK. Mais ce que Amélie Grenier nous dit, les chercheurs observent les réactions du corps lors des câlins. Alors, il fait un lien avec les hormones, comment les câlins peuvent justement stimuler certaines hormones qui vont nous aider à être en plus en santé. Et l'importance de donner des câlins et l'importance de demander des câlins. Oui, ça, c'est important. C'est pas évident pour les gens de demander des câlins, hein? Et moi, je dois te dire que lorsqu'on est des proches aidantes, c'est encore plus important de savoir demander des câlins et de donner des câlins. Pourquoi ça, Suzanne? Bien, parce que ça nous nourrit puis ça nous aide. On dit que, j'ai lu quelque part à un moment donné que les câlins ou le rire même sont comme les essuie-glaces. Ça nous permet d'avancer même si ça n'arrête pas. Hey, j'aime cette métaphore-là. C'est beau, hein? Donc, donner et recevoir. Ou demander, c'est encore mieux. C'est de demander pour pouvoir les recevoir. Exactement. Mais je dois te partager quelque chose, Sylvie. Tu sais, quand je t'ai dit que j'avais développé une conférence qui s'appelle « Survivre en tant que proche aidant ». Et ça me rappelle lorsque mon conjoint est arrivé à la maison à un moment donné. Il arrivait de chez son médecin. Il m'a dit « Chérie, j'ai quelque chose à te dire. » Oups! J'ai dit « Ah oui? » Et là, il m'a dit « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer. » Alors, quand ton conjoint t'apprend cette nouvelle-là, ça m'a évidemment surprise, touchée, attristée. Et je lui ai posé la question suivante. J'ai dit, chérie, est-ce que ça te fait peur? Et quand je te dis que le rire et l'humour, quand on est proche aidant, ou même quand on souffre d'une maladie, si on peut se rappeler de continuer à chercher le bonheur. À chercher le bonheur par le rire, l'humour ou d'autres moyens. Alors, je lui ai dit, est-ce que ça te fait peur, chérie? Et il m'a répondu comme ceci. Je pense que j'ai plus peur de toi que j'ai peur du cancer. Et donc, nous avons ri. Et il a suivi ce commentaire-là en disant, tu sais, chérie, si je cesse de rire et si je cesse d'avoir de l'humour au motif que j'ai un cancer, je suis déjà mort. Je suis d'accord avec lui. C'est beau, hein? Oui. Et tu vois, il a combattu un cancer et avec des traitements, évidemment. Il a été en rémission et la vie a voulu qu'il y en ait un autre cancer. Vraiment. Mais la même chose est arrivée. Il a eu encore des traitements et par son humour, par sa joie de vivre et par mon attitude de proche aidant, de savoir prendre soin de moi par divers moyens, bien, il est en rémission et ça va bien. Ça va bien. C'est une belle histoire. Oui. Mais ce que j'admire chez toi, Suzanne, c'est que tu vis ces expériences-là qui sont difficiles. Et non seulement es-tu pris dans ton quotidien, mais tu décides de donner aux autres et de faire des conférences pour aider d'autres proches aidants. Oui, en effet. En effet, parce que je me dis, ce que moi, j'ai acquis au cours du chemin de ma vie, bien, surtout maintenant que j'ai 75 ans, aussi bien le donner maintenant aux autres. Peut-être que ça peut inspirer quelqu'un et de continuer à foncer et surtout de se laisser accompagner par la peur pour avancer dans la vie. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer. De me laisser accompagner par la peur. Oh, j'aime ça. C'est profond comme message. Oh, oui. Justement, on achève notre émission. Il nous reste 1 minute et demie. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous regardent? Quels conseils tu voudrais leur donner, surtout par rapport à ton rôle de proche aidant? De proche aidant? Je pense qu'il y a juste une façon de survivre en tant que proche aidant. Survivre qui veut dire continuer à vivre et trouver des moyens pour prendre soin de soi, parce que notre cœur, notre corps, notre esprit est en constante alerte pour prendre soin de l'autre. Oui. Alors, si on veut maintenir cette énergie-là
pour prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Dans le fond, si on se dévoue à aimer l'autre, il faut trouver le moyen de s'aimer soi-même. Voilà, c'est encore mieux. Oui, hein? Oui. Et donc, puis l'amour, ça se multiplie, on dit. Et oui, plus on donne, plus on reçoit. Oui, c'est vrai, parce que dans tous ces rôles-là, tu as donné de toi-même Oui. à travers ton accompagnement. Et je suis sûre, hein, c'est la même chose en enseignement. Je ne sais pas si tu trouves, parce que je fais le même métier que toi, on reçoit des gens avec qui on interagit. On apprend d'eux. Oui. On découvre des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de faire. Et tu nous as fait découvrir une nouvelle perspective à travers ta minute. Rire, Oui. pleurer S'aimer. et s'aimer. On se laisse sur ce message. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Merci bien, Suzanne Lapointe. Ça Quelle m'a belle fait- visite. Ça m'a fait grand plaisir. Au plaisir.